Pipelette. 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 Bienvenue dans les Pipelettes, Un podcast pensé par l'association Jeanne et Rose. moi c'est Caro. Et moi, c'est Laetitia. On a toutes les deux été touchées par un cancer du sein. Et on est les voix des Pipelettes. Tour à tour, aux côtés de femmes touchées par la maladie. On va aborder entre nous et sans tabou tout ce qui nous a chamboulés et questionnés pendant notre parcours. Bonne écoute. Pipelette. Salut, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Pipelettes. Moi, c'est Caroline. J'ai eu un premier cancer du sein à 28 ans et depuis, le cancer s'est invité à plusieurs reprises dans ma vie. Mais on se relève et on avance, toi-même tu sais. Aujourd'hui, sans plus attendre, on va parler d'un sujet qui n'est clairement pas le plus fun, mais pourtant indispensable. Les aides, les droits, les démarches administratives, oui, la paperasse. Parce qu'on le sait, le cancer peut précariser. Et entre nos rendez-vous médicaux, nos traitements, la fatigue, on n'a pas forcément le temps, ni même l'énergie ou l'envie de se pencher sur les aides qui existent. Alors dans cet épisode, on va essayer d'éclaircir tout ça ensemble, simplement, sans jargon et sans prise de tête. L'objectif, vous donner des pistes, vous faire découvrir des aides que vous ne connaissez peut-être pas et vous rappeler que demander un coup de pouce quand on en a besoin, c'est aussi prendre soin de soi. On vous conseille de prendre un petit carnet, un stylo et c'est parti. Bon, bienvenue les filles sur le plateau des Pipelettes. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Priscilla qui nous vient de Lille. Bienvenue. Merci. Alors, pour te présenter, tu as 38 ans, Priscilla, tu es maman d'un petit garçon qui s'appelle Raphaël. On lui fait un petit coucou à la caméra. Salut Raphaël. Tu as eu déjà 2 cancers. Le premier a été diagnostiqué en 2014, tu avais 27 ans. Ça. Et le deuxième, en 2022, 34 ans. Là, c'est un cancer métastatique pour lequel tu es toujours en soins. Oui. Tu nous en diras un petit peu plus au fil de l'épisode. Sandra. Oui. Sandra, notre Sandra nationale, qui est sortie des bureaux de Jeanne et Rose. Tout à fait, pour aller très très loin. Pour venir partager ton expérience, donc pour la 2e fois au micro des Pipelettes. Exactement. Tu as 30 ans. Oui. Depuis pas longtemps. C'est très bizarre de l'entendre. Merci. Tu es l'heureuse humaine de 2 chats, on peut le dire. Une maman Miaou chat. miaou, Miaou, au chat qui nous écoute. Oui, Toi c'est aussi. sûr. Toi aussi, tu as eu 2 épisodes de cancer. Le premier à 24 ans. Oui. C'était en 2020. Et donc le deuxième, pour lequel tu as été soignée en 2022, l'année de tes 26 ans. Oui. Voilà, on va se raconter tout ça, les filles. Moi, j'aimerais bien que vous nous partagiez justement au moment de ces diagnostics. Vous en étiez où côté pro ? Moi, j'étais en contrat, en CDI, dans le privé. Voilà. Ok. Contrat CDI dans le privé, ça, c'est en 2014. Non, 2022. En 2022, très bien. Et en 2014 également. Mais non, également. Ouais, Les tout pareil. deux. Ok, très bien. Sandra, t'en es Et moi, je venais de commencer un nouveau travail en centre hospitalier, donc j'étais en CDD à l'hôpital. J'avais moins d'1 an d'ancienneté, donc je venais vraiment d'embaucher. Et 10 mois plus tard, j'ai eu le diagnostic qui a été posé. Ok. Toi, on me dit dans l'oreillette que tu étais sur des CDD renouvelables. Oui, exactement. Ok, ça aura, j'imagine, un impact dans la suite Totalement. De ta prise en charge. Toi, ça faisait combien de temps, Priscilla, que tu étais en... Ça faisait 1 an et demi Ok. que j'étais salariée en CDI, ouais. 1 an et demi. Ok. Quand le diagnostic tombe pour l'une et l'autre, est-ce que vous vous faites arrêter tout de suite ? Moi, oui. Ouais. Oui. Comme j'ai eu un premier cancer et je savais à quoi m'attendre, j'ai dit je pose tout de suite parce que je vais avoir beaucoup d'examens à faire et les traitements vont commencer rapidement. Donc, ouais, j'ai posé tout de suite. Tu savais déjà. Mm. Le rouleau compresseur. C'est ça. Ok. Sandra ? Pareil, finalement, même pour le premier, du coup, ça a été tout de suite, effectivement, l'enchaînement des examens pour poser le diagnostic. Et du coup, vu que tout allait très, très vite et qu'on était très probablement certain que ça allait déboucher sur un diagnostic de cancer, en fait, tout s'est très vite accéléré. Et effectivement, j'ai été en arrêt assez rapidement. Ouais. Donc, ouais. Il y a pas mal de pinkettes sans doute qui nous entendent et qui, elles, ont choisi de poursuivre leur activité ou qui n'ont pas choisi de poursuivre leur activité et qui ont dû continuer à travailler. Plein de pink power à vous. C'est vrai que moi, pour les 2 diagnostics, j'ai aussi été arrêtée immédiatement pour pouvoir se mettre directement
Eh bien, à nos traitements, au Dans combat. d'autres choses, ouais, c'est ça. Voilà. Bon, du coup, pendant combien de temps le salaire a été maintenu suite à ton arrêt? Durant 3 ans. 3 ans de salaire maintenu à taux plein? Ouais, à taux plein, ouais. Ok. Donc, plutôt, voilà, on n'avait pas la préoccupation de se dire financièrement, voilà, à taux plein. Par contre, 3 ans pile, jour pour jour, les indemnités sont arrêtées. Alors oui, parce que c'est donc pas ton salaire, mais c'est les indemnités journalières de la sécurité sociale, plus la prévoyance. IJSS. Attention, On va être full acronyme à vos aujourd'hui. carnets, les acronymes sont sortis. Quand tu dis à taux plein, c'est qu'en fait, ton salaire était maintenu grâce aux indemnités journalières de la sécurité sociale. Et la prévoyance du travail. Mais du coup, mon employeur recevait tout ça, et moi, je recevais mon salaire normal chaque fin de mois. Voilà, j'avais pas à me préoccuper de ça. Ouais. Par contre, 3 mois, jour pour jour. 3 ans. 3 ans, jour pour jour, tout est coupé. Fin des indemnités journalières. Fin de la prévoyance, fin du maintien de salaire. Ok. Et donc, là, je me suis retrouvée avec une pension d'invalidité, plus l'AH, l'allocation d'adulte handicapé. Et là, dégringolade, puisque je me suis retrouvée à toucher 1033 €, puisqu'on a pris mes 10 meilleures années de salaire. Et comme je suis jeune, j'ai fait des longues études, parce que mon premier métier, c'était éducatrice spécialisée. Je me suis retrouvée en difficulté financière du jour au lendemain. Ouais, c'est hyper Alors que j'étais encore en CDI, juste en arrêt maladie, quoi. Donc, tu as fait des premières études pour devenir EduxP. Et ensuite, toi, entre tes 2 épisodes de cancer, tu t'es... Je me suis formée en secrétaire médicale. Voilà. Donc mon premier travail, c'était éducatrice. Mon deuxième, c'était secrétaire médicale. D'accord. Toi, Sandra, ce maintien de salaire, il dure... Enfin, est-ce que tu as eu un maintien de salaire déjà? On peut appeler ça un maintien de salaire. Je crois que ça a duré 1 mois. Ok. Même donc pas. Non. Vraiment très, 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 très peu. Vu qu'effectivement, voilà, j'étais en CDD de courte durée, petit contrat tout au début, vu que je venais vraiment de commencer. Le maintien de salaire, il a vraiment été... Donc, sur le mois suivant. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai eu les IJ. Ça a fait 50% de mon salaire de base, du coup, que je touchais de l'hôpital. D'accord. Donc, effectivement, je suis passée de 1600 et quelques à 900 et quelques, quoi. Donc, c'était très, très rapide. Pour le coup, vraiment. D'un mois sur l'autre. Comment? D'un mois sur l'autre? Ouais. Presque. Vraiment, j'ai eu peut-être 1 mois et demi de répit, entre guillemets, en me disant, OK, j'ai ce mois-là avec mon salaire plein. Et ensuite, très, très vite, je suis passée aux IJ. D'accord. Donc, c'est vraiment, je le fais de mémoire, mais peut-être que ça a duré 2 mois. Enfin, en tout cas, vraiment, pas plus. C'est sûr, je sais que ça a été hyper rapide et hyper brutal. Et effectivement, j'avais pas du tout de prévoyance à côté, j'avais rien. Donc, ça a été 50% net direct, quoi. T'avais pas de prévoyance à côté? T'avais pas de mutuelle? J'avais une prévoyance mutuelle, mais pas de prévoyance. Donc, ok. Alors la prévoyance, je suis pas spécialisée. Et vraiment, il va falloir qu'on vérifie vraiment les sources. On a essayé les informations qu'on vous partage aujourd'hui. Hein, ce ne sont que nos partages d'expérience à nous. Pour moi, la prévoyance, c'est quelque chose à laquelle on cotise. Enfin, c'est un organisme auquel on cotise et cotise l'employeur, en fait. Donc là, je suis surprise d'entendre qu'il n'y avait pas de prévoyance. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce que tu étais en CDD C'est vraiment tout un pan d'infos que je n'ai pas. Mais oui, très, 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 très obscur. En effet. Aucune idée. Mais je sais que, en tout cas, à ce contexte-là, à ce moment-là, je n'en avais pas. Enfin, en tout cas, je ne pouvais pas avoir quoi que ce soit de plus que mes IJ. Et après, tu vois, comme la prévoyance, moi, à un moment où j'étais salariée, j'avais une prévoyance, mais qu'ils n'ont pas voulu prendre en compte. Parce que du coup, j'ai dû faire appel à ma prévoyance il y a 10 ans, de mon premier cancer. Oui. Ah. Tu vois. Ok, d'accord. Donc après, en fait, ils m'ont dit non, on ne prend pas en charge quoi que ce soit, puisque votre premier cancer date d'il y a plus de 10 ans. Donc, il faut voir avec la prévoyance de votre premier travail, de votre premier boulot, quoi. Donc, pour remettre un petit peu dans le contexte, toi, tu as 2 emplois. Donc, en 2014, tu as un emploi, premier cancer. En 2022, tu as un autre emploi. C'est ça. Autre cancer. C'est ça. Ou récidive. Donc, là, la prévoyance de ton nouvel emploi te dit non, c'est pas nous qui allons vous indemniser.
vous allez voir les précédents. C'est exactement ça. Voilà, d'accord. Et c'est fou ça. Et donc, du coup, tu as pu quand même contacter. J'ai contacté, j'ai fait plein de démarches, j'ai demandé plus de 10 ans de fiches de paye quand même. Plus les chômages entre deux s'il y avait eu ou quoi que ce soit. Donc, c'est un très gros dossier, un lourd dossier quand on est en traitement. Voilà, et donc, ils m'ont donné un tout petit peu d'argent, mais très peu, quoi. Voilà, de quoi vivre avec tous les mois. Oui. Et ce dossier, tu vas nous le raconter après un peu plus loin dans les questions. Tu as quand même été aidée parce que c'est des dossiers qui sont lourds à monter, qu'il faut monter quand même, parce qu'on a droit à des aides. Voilà, très souvent, on tombe dans des niveaux de précarité aussi qu'on n'a pas connus quand on a été salarié ou quand on est jeune travailleur ou qu'on est encore en études, quoi. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut qu'on puisse demander et toquer aux bonnes portes. C'est ça. C'est hyper important. Donc, vous avez partagé toutes les deux un petit peu à quoi ressemblaient vos revenus. Donc, toi, tu nous dis, Sandra, tu as perdu 50% de ton salaire. Totalement. Et toi, au final Moi, je suis entre 600 et 700 euros. De moins. De perte, hein. De perte, ouais. Actuellement. Ouais, actuellement. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. C'est pas négligeable quand on peut aller récupérer. On l'a pas choisi, quoi. Bah ouais. Bah non. On le subit. Ouais, Donc, on le subit complètement. C'est dur du jour au lendemain de se dire, allez, à la date là, on n'a plus rien, quoi. Pourquoi 3 ans Parce que je suis encore malade, je suis encore en traitement. Pourquoi cette décision d'arrêter au bout de 3 ans? Administrativement, qu'est-ce qui fait que voilà. Au bout de 3 ans d'indemnité journalière, pof, il n'y a plus rien? C'est ça. Alors que nous, on a quand même des maladies qui sont au long cours. D'ailleurs, c'est chronique. c'est chronique. Arrêt longue maladie, c'est chronique. Certains cancers deviennent chroniques. Enfin, je crois que peut-être qu'il serait intéressant quand même que l'administration revoie ce genre de barème. Surtout quand on t'enlève tes ingéniosités sans te voir, tu vois. Vraiment faire le point sur ta situation, quoi. Alors, il y a des indices quand même. Ouais. T'as pas vu le médecin de la CPR? Ah non, jamais. Jamais? Jamais. Okay. Il m'a passé en catégorie 1 à 2. Sans avoir eu d'entretien? Non, jamais. Et moi non plus. Jamais. Je suis donc la seule à avoir rencontré un médecin de la CPM. Oui. Et je crois qu'il y a un dialogue. Tu as été l'élu. En fait, je pense clairement. Oui, et tu sais que de l'avoir cette sentence, quelque part de l'invalidité annoncée comme ça, de but en blanc par un médecin qui te voit, mais qui ne t'ausculte pas non plus, avec qui tu as un entretien. Ok, vous ne pouvez pas reprendre le travail au bout de 3 ans d'arrêt maladie, vous ne pouvez pas reprendre tel que vous l'avez laissé, donc je vous passe en invalidité. Donc il y a 3 types d'invalidité, 3 catégories d'invalidité, 1, 2 et 3. Quelle catégorie? 2 aussi. Et 2 aussi. Tout à fait, on est team 2. D'accord, je suis surprise d'apprendre Voilà. que c'est un courrier qui vous a annoncé. Oui. Que je passe en catégorie 2. Oui. Ok. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça change pour l'une comme pour l'autre d'apprendre que vous êtes en invalidité? Au point de vue des revenus, au point de vue des aides que ça débloque, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Moi, ça a quand même changé parce que donc pareil, j'ai eu mes indemnités journalières pendant 3 ans et j'ai eu ma récidive pile au moment où ça allait basculer donc après la fin des IJ. Donc moi j'ai su pareil à ce moment-là que ça pouvait pas aller au-delà alors que j'étais en plein traitement aussi et qu'il a fallu anticiper parce que pour le coup ce que j'allais te demander, est-ce que toi ça a été une transition directe est-ce que tu as eu des mois de carence entre les IJ et l'invalidité, parce que moi, ça a été le cas. Enfin, je pouvais pas du tout anticiper. Et donc, du coup, moi, ça a été la première surprise de me dire que, ok, je vais avoir au moins 1, voire peut-être 2 mois de carence le temps que tout le dossier soit traité, parce que je pouvais pas faire la demande en même temps de toucher... De percevoir les IJ. Exactement. Et ensuite, j'ai appris que j'allais recevoir encore moins d'argent que les IG. Donc, du coup, ça a dû être toute une adaptation. Enfin, moi, ça a changé ma vie, clairement, de me dire que j'allais passer en invalidité. Et je savais pas non plus ce que ça pouvait dire, ce que ça voulait dire sur une potentielle reprise professionnelle après. Donc, tout a été un peu fait sur le tard, mais du coup, la première surprise, ça a été le délai de carence. Et c'est pour ça que je voulais te demander aussi comment ça s'était passé pour toi. Je me souviens que j'avais dû aller faire chercher des bons alimentaires à ma mairie, monter un dossier. Parce que j'avais eu un mois où je crois que j'avais eu 200-300 euros pour vivre. Donc, j'avais fait une demande de bons alimentaires à ma mairie. Donc, ok, toi, c'est la mairie. Difficilement, quoi. Ouais.
Bah oui, au CCAS. Ok. Donc c'était... Mais bon, voilà, ça m'a permis Oui, j'ai eu droit aussi, moi, au bon alimentaire. C'est dur, hein? Ouais, c'est pas... on s'attendait pas à être là, peut-être... Enfin, moi, je me suis pas forcément sentie à ma place. Non, pas mais du à tout. la fois, j'ai pas été gênée d'aller les demander. Non, bien parce sûr. que là, j'en avais besoin. Bien quoi, sûr. en fait. Oui, c'est sûr. Puis toi, à ce moment-là, t'es maman solo. Mais oui, t'es en passée du statut de famille, trio, au statut de maman solo Ouais, aussi. parce que mon premier cancer, j'étais avec quelqu'un. Ouais. Avec le papa de Raphaël. Et deuxième, oui, j'étais toute seule avec mon fils. T'as vu comme Raphaël, quand on parle de toi, ça nous donne le sourire. Hein, t'as vu Oui, les petits yeux qui brillent. Oui, bah oui. Ah, ok. Donc, c'est bon alimentaire. Toi, à ce moment-là, est-ce que tu as eu des aides comme ça, justement, pendant ce délai de carence là Eh bien, j'ai vraiment eu la chance d'avoir eu le soutien de ma famille. Ouais. Vraiment, très, 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 très précieux. Et après, je pouvais pas du tout rester chez moi, payer mon loyer tout seul. Enfin, c'était pas possible, en fait. Mon loyer était supérieur à ce que je touchais comme revenu. Donc, j'ai dû partir vivre chez mon ex-compagnon. Complètement changer de ville, changer de centre de soins. Je suis partie à l'autre bout de la France pour faire ça. Donc, ça a été... Voilà. Oui. La boucle est Mon histoire avec lui, il a commencé comme ça. Donc voilà, oui, ça a été un revirement assez net. Et j'ai pu avoir son soutien aussi à ce moment-là. Mais donc, du coup, oui, ça a été vraiment mon entourage proche qui a été exceptionnel. Et vraiment, je les remercie encore. Je suis éternellement reconnaissante de tout ce qu'ils ont apporté, de tout ce qu'ils ont fait pour moi à ce moment-là. Parce qu'effectivement... c'est assez violent d'avoir tout ça, tous ces changements et de se dire, ok, on passe d'une vie indépendante et où tu peux vivre toute seule et puis être, entre guillemets, tranquille, autonome et évacuer... L'insouciance. Voilà, tes petits loisirs, etc. Nos loisirs. D'être bien, quoi. Tout simplement, vivre une vie qu'on aime et qu'on a choisie. Et là, de se retrouver dans une situation un peu de dépendance, de se dire, ok... on change un petit peu tout de vie et ouais, c'était pas forcément évident. Okay. Mais bon. Quand on parlait tout à l'heure de l'invalidité, on a à peine effleuré ce sujet du calcul de l'invalidité. Parce que quand on est jeune, en plus, est-ce que vous pensez que c'est un peu une double peine, justement, que d'avoir un cancer en étant jeune? Alors, bien sûr. Qu'est-ce qu'on en pense? Bien sûr. Parce que quand on arrive, donc déjà, un premier cancer, j'avais 27 ans, donc c'est déjà très jeune. Je sortais de quelques années de mes études. Et au début, quand on commence à travailler, c'est des emplois précaires. Et puis on a des périodes de chômage et on est jeune. Donc on commence à un salaire qui est... On prend le temps aussi de voyager, de profiter de la vie. Et donc voilà. Et puis après, il y a le deuxième cancer qui arrive. Et là, on se dit, et on n'a que 34 ans. C'est pas beaucoup. Donc et là, on prend les 10 meilleures années. Mais 10 meilleures années quand on a 34 ans et qu'on a fait des études longues et qu'on a profité un peu de la vie, des emplois précaires, tout ce que la jeunesse connaît aujourd'hui. C'est double sentence, Cancer jeune et en plus, pas eu le temps d'avoir une longue, belle, grande carrière avec des revenus des salaires qui augmentent et double sentence, bien sûr. Quand on nous dit votre invalidité va être calculée sur vos 10 meilleures années de salaire, on a 34 ans. Retourne. C'est ça. Et là, tu regardes derrière, mes fiches de paye au SMIC. C'est ça. Bon, voilà. Et l'invalidité, ensuite, elle nous est versée, arrêtez-moi si je me trompe, jusqu'à la retraite, de manière inconditionnelle. Oui. Hein, et là, j'ai déjà regardé un petit peu par rapport à la retraite. Et là, je me suis dit, c'est encore pire. Oh, on en reparlera. On en reparlera d'ici là. Mais... Exactement, on refait un autre podcast. Ok. Toi, Sandra, ton point de vue sur la question? Je te rejoins complètement, Priscilla. C'est clair que avec tout ce que ça implique un cancer de base, mais d'autant plus, effectivement, dans ces périodes de transition, de vie, quoi. C'est vrai que nous, on parle alors qu'on venait juste de commencer notre vie professionnelle. Moi, j'ai été diplômée en 2018. En 2020, j'ai eu le diagnostic. Donc, tu as à peine le temps un peu de
te faire la main. Enfin, je sortais de 5 ans d'études aussi, donc du coup, ça a été très... oui. OK, let's go, on y va. Et on commence sa vie professionnelle, sa carrière en étant tout enjoué. Et puis, tout est un peu... l'herbe est coupée sous le pied très vite. Et donc, effectivement, rebondir après, donc financièrement d'une part pour faire les traitements et y aller à fond. Mais aussi, du coup, une fois que ça se termine, du coup, reprendre aussi confiance, ou même, pas forcément quand ça se termine, mais en tout cas, quand tu as envie de reprendre un projet professionnel à un moment donné, avec autant de temps d'arrêt, c'est hyper compliqué de se dire, OK, comment est-ce que tu reprends dans de bonnes conditions qui te conviennent à toi par rapport à ta santé, à ta fatigue, ou c'est quels des traitements, si tu en as encore, du coup, pouvoir jongler avec les traitements, la reprise professionnelle, et puis toute la perte de confiance aussi, des fois que ça peut impliquer. Donc, beaucoup de problématiques qui vont au-delà de l'aspect financier, mais quand même, tout est très, très imbriqué. Et effectivement... Du coup, les aides que vous avez obtenues, on en a mentionné quelques-unes. Est-ce qu'il y en a qui vous ont été refusées? Est-ce qu'il y a des aides sur lesquelles vous comptez toujours? Qu'est-ce qui a été facilitant ou au contraire, qu'est-ce qui a été bien trop compliqué? Après, moi, en tant que maman solo, j'ai fait un dossier à la MDPH. Et j'ai pas su tout de suite, je crois que j'ai su il y a 2 ans, j'ai droit à de la PCH parentalité. PCH parentalité, attention, j'ai pris des petites notes parce que je ne connaissais pas cet acronyme. C'est une prestation de compensation du handicap. C'est ça, parentalité, le fait qu'on est maman solo et on a une petite aide financière pour ça. Donc ça, je ne savais pas, je l'ai su... il y a 4 ans, j'avais fait mon dossier MDPH, qui était validé pendant 2 ans. Quand j'ai fait un renouvellement, j'ai une dame qui est arrivée chez moi et qui a fait le point et qui m'a dit écoutez, vous avez le droit à la PCH parentalité. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce que c'est? Et voilà, on a monté un dossier. J'ai une petite aide financière pour Raphaël. D'accord. Okay. Voilà. C'est une aide financière qui est ciblée pour quelque chose? Pour la parentalité. Mais bon, pour la parentalité, Raphaël, vraiment. Pour Raphaël. C'est-à-dire que pour acheter ses fournitures scolaires, pour le faire garder, pour le faire garder à l'hôpital. Ouais, voilà, le faire garder. En fait, il y a pas de, les dépenses sont pas justifiées, mais c'est pour mon fils en fait. D'accord. C'est ciblé. C'est une enveloppe qui est ciblée qu'on me donne. Lui. Voilà. Okay. Mais c'est jusqu'à ses 6 ans. Que tu veux partager? C'est jusqu'à ses 6 ans. Voilà. Et là, il a 6 ans. Il a 6 ans. Et il est dans l'année de ses 7 ans. Voilà. Donc il peut se garder tout seul maintenant. Oui. N'est-ce pas? Voilà. L'administration le 6 ans. Voilà. Donc, s'il y a des moments solo avec des enfants en difficulté, voilà, il existe ça, la MDPH, la PCH parentalité. Et au-delà de 6 ans. Et au-delà de 6 ans, pour l'instant, on ne sait pas. S'il y a des pinkettes qui nous écoutent et qui ont des contre-informations ou d'autres super tips à nous partager, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de l'épisode, s'il vous plaît. C'est hyper important, c'est vrai, de se partager des tips comme ça entre pinkettes. Oui. Dans les tétonnantes, voilà, chaque moment où on se rencontre, c'est très précieux d'avoir ces retours-là. Donc, est-ce que sur cette PCH que tu as eue un peu en retard, on peut le dire, est-ce que tu as eu des... Ah non, pas du tout. Pas d'arriéré. Pas d'arriéré. Par contre, à l'âge de... Ouais, non. Mais à l'âge de 6 ans de Raphaël, j'ai eu 1 000 €. OK. Donc, ce qui m'a permis de partir en vacances avec lui, cette petite pause, voilà. Waouh. Ouais, à 6 ans, il verse 1 000 €. OK. Donc, j'ai dit, voilà, je pars avec mon fils en vacances. Je ne les ai pas eu. À la CPM, si vous m'entendez, je n'ai pas eu les 1 000 € de ma fille à ses 6 ans. En plus, tu as été l'élu du médecin conseil, donc à un moment donné, je pense qu'il faut que... Je n'ai jamais entendu parler de ça. Jamais entendu. Bah oui, je sais, c'est parce que la dame, elle est venue chez moi pour un renouvellement que j'avais déjà eu à la MDPH plusieurs fois. Donc, toi, tu vas nous parler de cette dame qui est venue chez toi. Même de la MDPH, qui était très... Qui est venue à ton domicile. À mon domicile. J'ai dit, j'avais fait un renouvellement. OK. Et en fait, elle est venue faire un point, apparemment, ce qui est normal, mais j'avais jamais vu personne. Parce que je n'avais jamais vu personne. J'ai dit, j'ai jamais vu personne. C'était pas un contrôle. Non, je m'attendais à ça. OK. Mais en fait, c'est juste faire un point sur la situation, comme j'avais fait un renouvellement. Et puis, du coup, elle m'a apporté plein d'infos sur des choses que je pouvais bénéficier. Voilà. Dingue. Donc, elle me dit, vous avez jamais vu personne? Parce qu'elle dit, ça fait quand même depuis 2014 que vous faites un dossier MDPH, quoi. Mais je dis, même, j'ai jamais vu personne. Et oui, et ça, c'est intéressant parce que, premier cancer en 2013, toi en 2014. Toi, un peu plus tard, 2020. Moi, en 2013, on ne m'avait jamais parlé d'un dossier à la MDPH. Ah bon? Non. 2013, non. 2013, non. Pour un cancer du sein, en tout cas, on ne m'avait pas incité. Non, mais c'est qu'à l'époque... Moi, c'est parce que j'ai une amie qui m'a dit fais un dossier MDPH, tu écoutes. Voilà. Mais oui, mais bien, ouais.
Et du coup, j'en avais fait un. Et j'avais eu Très bien. une reconnaissance. J'avais eu droit à une pension d'invalidité 1. Mais comme je travaillais, voilà, je touchais rien. Mais j'ai toujours continué à... T'avais débloqué ça. J'avais déjà débloqué déposé ça. le dossier. T'étais Voilà. déjà connue de cette administration-là. Exactement. Ok. Bah, je dis même à l'hôpital, personne n'est venu te voir Non. d'assistante sociale ou quoi. Si, bien sûr. Bon, enfin, venu me voir, non. Je crois que c'est moi qui me suis déplacée à elles. Déjà. D'accord. Mais bon, elles sont quand même là. Oui. D'ailleurs, on va en parler de toutes ces personnes qui peuvent nous faciliter, nous aider. C'est hyper important de les solliciter, mais déjà de savoir qu'elles existent. On nous donne des plaquettes d'informations. Alors souvent, quand on part dans le diagnostic, on pense traitement, oncologue, chirurgienne, alors que tout ce versant-là de notre prise en charge, mais il a une importance fondamentale, Bien sûr. en fait. Bien sûr. Puis de se dire, tu le disais tout à l'heure, qu'il fallait, en tout cas, savoir quelles aides solliciter, toquer aux bonnes portes. Mais effectivement, il y a plein de portes aussi. Oui. Et donc, c'est vrai que ça, on ne le sait pas forcément non plus, effectivement, dès le début. On sait qu'il y a une assistante sociale au moins à minima dans un centre de soins. Et ensuite, on ne sait pas trop. Alors qu'il y en a partout, effectivement. Il y en a partout. Ouais. Alors, est-ce qu'on Il y a peut, pas on mal peut se de- raconter un petit peu tous ces partout où on a rencontré des super aides? Moi, je sais que, par exemple, ça a été, franchement, à la CPAM, Ouais. il y a eu une assistante sociale, un assistant social, qui m'avait aidé vraiment à fond sur toutes ces démarches pendant mon premier cancer et qui m'a parlé donc de ce fameux dossier d'action sanitaire et sociale. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui existe en Gironde, du moins, mais est-ce que c'est valable? Ça, pareil, c'est tellement Sinon, compliqué, voilà. Il faut prendre rendez-vous. Oui, d'un s'il y a des département à assistantes l'autre. sociales à la CPM et qui parfois font des dossiers pour des aides exceptionnelles. Voilà. Tout à fait. Je sais que je dois prendre rendez-vous, moi. Ah ben, Faire do un it, petit hein. point. Donc ça, ouais, vraiment, ça peut... Donc c'est pas forcément des aides sur le long cours Non. comme les IJ ou les indemnités, mais en tout cas, ponctuellement, effectivement, ça peut vraiment aider. T'as été aidée pourquoi, par exemple, toi? Et à quelle hauteur, si tu veux nous le partager? Et ça a été surtout sur tout ce qui est crème, prothèse capillaire, tout ce qui est autour, en fait, des traitements. Et du coup, j'avais dit aussi que moi, c'était un peu compliqué, tout autour... donc, au-delà de tout ce qu'il y a, crème, etc., mais juste dans la vie quotidienne, quoi. Donc, du coup, ça a été une enveloppe assez large, mais qui a couvert quand même cette partie de soins de support, entre guillemets, de crème liée au traitement. Mais aussi, ça m'a permis quand même de payer mon loyer et de faire mes courses, très clairement. D'accord. Donc, je l'ai fait aussi, ce dossier à l'ASS de la CPM, donc l'Action sanitaire et sociale. Moi, on m'a demandé mes revenus. Et en fonction d'un barème de revenus, il y a une enveloppe qui est débloquée pour chaque personne et par an. Alors, à l'époque, en mon temps, jadis, naguère, il s'agit de quelle année? 2022, j'avais eu cette information. Alors, peut-être que ce n'est plus à jour, autant pour moi, mais d'une enveloppe de 1 500 € par personne. OK. Selon un barème, tu peux y avoir droit ou pas. Et moi, c'était sur présentation des factures. Est-ce que toi, c'était sur... Oh, j'ai dû envoyer quand même, mais je sais les tickets de caisse et tout, des crèmes, Mais tes etc. dépenses, Oui, bien sûr, les factures. Mais oui, ça y est. oui. Parce que moi, Ça j'avais pu revient. payer En effet, un couvre-chef, par exemple. Moi, je portais pas de perruque. bien sûr. Je n'en porte toujours pas, d'ailleurs. Oui. Mais foulard, chapeau, tout ce qui peut nous protéger la bien sûr. peau, les Ouais. crèmes solaires, indice 50, tout ça, ça avait été pris en charge, moi, dans le Et cadre j'ai de quand même- l'ASS. Au-delà, si jamais il y a des factures impayées, genre d'électricité, de gaz, de loyer, etc., aussi, on peut présenter des justificatifs et de se dire Mais d'impayés. d'impayés, bien sûr. On peut malheureusement, Bien sûr. difficilement, me semble-t il, anticiper des Non. factures Non, qu'on non, il va me avoir semble du mal pas. à payer. Et une fois que c'est impayé et que tu as la banque qui te retoque, là, tu peux demander de l'aide. Il y a d'autres associations comme ça. Moi, j'avais eu des aides de la Ligue contre le Oui, cancer. aussi. Aussi. Ouais. Oui. T'as pu bénéficier? J'ai pas fait, mais on m'avait proposé, ouais. D'accord. Mais Tu t'es je pas sais que- retrouvée dans ce cas-là, toi, par exemple? Du coup, non, parce que quand je me suis retrouvée début d'année sans indemnité journalière, j'ai pu verser mon loyer. En fait, mon papa a une maison, en fait. Ouais. Donc, avant, je veux verser un loyer comme je travaillais, voilà. Mais à partir de ce moment-là, il a arrêté de me faire payer un revenu. Donc, ça m'a énormément aidée.
parce que sinon, parce qu'en sachant qu'en plus mon papa est propriétaire, donc je peux pas bénéficier de l'APL, même si je verse un loyer. Oui. Donc même si tu fais un contrat de location, c'est ça, avec une quittance chaque mois, voilà. Même ça, je ne comprends pas, mais bon, bref. Mais du coup, voilà, j'ai arrêté de payer mon loyer parce que de toute façon, je ne pouvais plus. Donc ça m'a vachement aidé. Soutien des proches. Bah oui. Oui, on a la chance d'avoir un entourage qui nous soutient. C'est pas le cas de tout le monde. On peut être aussi très isolé ou ne pas avoir des conditions familiales aussi qui nous permettent d'avoir de l'aide. Et après, dans chaque mairie aussi, il y a le CCAS. Voilà. Et ça, il faut pas hésiter à taper parce qu'ils ont quand même plein d'aides. Puis c'est au cœur de notre ville, donc ils sont quand même sensibles. Pour le petit acronyme, Centre communal d'action sociale. Voilà, ça, il y en a partout. Yes, tu l'apprends. Ah ben on en apprend tous les jours, j'ai envie de dire. Clairement. Donc il y a le CCAS, il y a la MDS, la Maison des Solidarités, c'est aussi, tout à fait. Avec des assistantes sociales qu'on peut aller rencontrer. Donc la Ligue contre le cancer, la CPAM. Tout ce qui est les espaces ressources cancer aussi. Espace ressources cancer. Espace ressources cancer. C'est ERC. Pareil. On le connaît pas. C'est des espaces ressources cancer, en fait. D'accord. Alors, où est-ce que tu il y en a partout, dans plein de petites villes. Moi, je sais que, tu vois, tu as la Ligue du cancer, exemple, à Lille. Donc là, c'est une association identifiée, la Ligue contre le cancer, Et après, tu as les espaces ressources cancer. Et là, il y en a plein dans différentes villes, comme à Douai, comme à part chez moi. D'accord. Et tu as plein de choses. Tu as une assistante sociale, tu as une psy, tu as plein d'ateliers. Bon. Est-ce qu'on a ça en Gironde? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez ça ailleurs en France? Dites-nous en commentaire. Cancer, Et puis là aussi, on peut aller taper si on a besoin d'aide pour quoi que ce soit. Quoi. Ok. Toi, tu as des petites pépites comme ça, je sens. Oui. Tu nous as parlé aussi. Tu fouilles et tu creuses et tu dis bien sûr. Et tomber sur les bonnes personnes et avoir les bonnes informations. Tu nous as parlé tout à l'heure en off du DAC. Oui. Allez, un nouvel acronyme à vos stylos. C'est le dispositif d'appui à la coordination. Donc, raconte-nous. Alors, en fait, j'ai une infirmière qui est venue chez moi, qui a toute une équipe derrière, de psy, de pédopsychiatres, d'infirmières, de psy, d'assistantes sociales. Et en fait, elle est venue à mon domicile quand j'étais vraiment en mode survie, j'en peux plus des papiers administratifs. Et justement, quand ma première prévoyance me demandait 10 ans de fiches de paye. Et elle me dit, voilà, elle a pris sur un papier toutes mes préoccupations vraiment urgentes ou non urgentes, et avec son équipe pluridisciplinaire derrière, voilà, elle m'a trouvé plein de solutions, et c'est elle aussi qui m'a aidé à monter mon dossier de prévoyance, quoi. Et donc il y a des petits dispositifs comme ça, des petites personnes comme ça que j'appelle souvent. Écoute, j'ai un petit souci à niveau ça, je vais me renseigner, voilà, des équipes pluridisciplinaires aussi comme ça, c'est pas mal. C'est précieux. Elle n'est pas arrivée comme ça, comme Mary Poppins, avec son parapluie et son petit sac. Non, j'étais en mode vraiment, je ne savais plus quoi faire. Mes amis ont fouillé sur Internet, fouillé, puis ils ont pris des contacts. D'accord. C'est des amis qui ont fait ça, qui ont trouvé parce qu'ils m'ont vu que j'étais vraiment... Ils voulaient t'aider, c'est la façon dont ils voulaient m'aider, voilà. Et donc, cette dame est arrivée. J'ai dit, pourquoi pas, il faut laisser venir. Et franchement... Ok. Un ange. Waouh. Qui me sauve un peu. Et tu la vois toujours, elle te voit toujours. Elle te suit. Toujours. Et j'hésite pas à l'appeler si j'ai un souci sur quoi que ce soit. D'accord. Donc, le DAC, ce dispositif, est-ce qu'il existe ailleurs en France? Ça, c'est tout pareil. Non, oui, je crois que c'est national. Ouais. Et c'est toutes les personnes en situation donc, de vulnérabilité. C'est ça. Je sais que... Pour un maintien à domicile. Exactement. Donc, dans mon ancien travail en hôpital, on faisait beaucoup appel. Donc, les DAC, maintenant, c'est le nouveau nom. Avant, ça s'appelait, je crois, PTA, donc Plateforme Territoriale d'Appui. Et donc, ça aussi, donc j'ai bossé avec des personnes âgées qui avaient des maladies neurodégénératives, etc. Et donc, du coup, on faisait beaucoup appel, pareil, à ces petits anges-là, pour nous aider justement à maintenir les personnes au domicile, du coup, avec tout ce que ça implique, comme passage infirmier, aide-soignant, repas, etc., en fonction de la pathologie, des revenus. Donc, effectivement, hyper précieux. Et normalement, effectivement, c'est national. Et oui, n'hésitez vraiment pas à les contacter. J'avoue que oui. Ça, on n'y pense pas du tout. Et vraiment, c'est trop mignon de la part de tes amis d'avoir creusé et de t'avoir aidé. Oui, carrément. C'est génial. Carrément.
toi, Sandra, on m'a dit dans l'oreillette que tu avais eu l'aide de la CARSAT. Oui, oui. Ben, en fait, oui, c'était la fameuse personne de la CPM, Oui, donc elle était reliée à la CARSAT. d'accord. Donc, CARSAT. Alors, quand on est toute jeune, là, on ne sait pas encore ce que c'est la CARSAT. Moi, à 28 ans, je ne sais pas vous, la CARSAT, j'en avais jamais entendu parler. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent, Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, c'est donc un organisme régional. Il y a un service social et des assistantes qui peuvent nous recevoir et nous aider. Moi, j'ai eu une perle d'assistante sociale à la CARSAT. voilà, ben, pareil. Et donc, toi aussi? C'était lui. C'était lui, c'était le lui. fameux l'assistant dont tu C'était nous lui. parlais tout à l'heure. Très Oui. bien, l'assistant social. Mais vu que j'ai d'abord contacté les CPM, mais c'est eux qui m'ont redirigé vers, du coup, cette personne-là, donc qui est effectivement affiliée à la CARSAT, mais à la CPM. Enfin, Oui, CARSAT, voilà, CPM, c'est... Alors, le distinguo est peut-être un peu... Enfin, la limite est peut-être un peu floue. Mais pour nous, oui, voilà. mais pour d'autres personnes, ce sera peut-être plus évident. En tout cas, si comme nous, vous l'apprenez, eh ben, Lâchez vos coms, s'il vous plaît. Alors, et ces dispositifs dont on parle, je tiens à le préciser, c'est plutôt pour les salariés du secteur privé, en distinction avec les salariés du secteur public, qui, eux, sont employés par l'État, par des collectivités territoriales ou par un établissement public. J'espère un jour pouvoir faire un épisode Épiplettes avec des pinkettes dans ce cas-là, qui sont des cas aussi à part, mais voilà, qu'il est intéressant d'avoir ces tips-là aussi, quoi. Complètement. Ok. On parle justement là de toutes ces astuces. Est-ce qu'il y a comme ça des astuces, vous, que vous avez trouvées plus précieuses que d'autres? De façon très large. Ouais, de façon très large. Ben, toujours dans ce thème de la paperasse de l'administratif, évidemment. Bah, franchement, c'est vrai que l'aide des proches aussi. Enfin, quand on a la chance, effectivement, d'avoir des personnes qui peuvent nous aider là-dessus. Après... Peut-être faire attention dans notre réseau, il y a des personnes qui sont bien placées. J'avais une amie qui travaillait à la Ouais, CPM. Oui, ça aide aussi. Tout à fait. D'avoir des personnes dans le milieu. Et après, il y a aussi beaucoup d'associations. Mais oui. Où parfois, on rencontre d'autres personnes et on se donne des astuces, en fait. Et ça, je trouve que ça... C'est vrai que sur le terrain, en allant rencontrer d'autres patients, d'autres patientes... On peut s'échanger les bons plans et même sur des forums aussi, beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup les forums où il y en a qui posent des questions et puis ça peut nous concerner. Du coup, on regarde et il y a quand même plein de sources d'informations entre nous, en fait. Complètement. Entre nous... on est nos propres angels, quoi. C'est ça. Vous pouvez tout à fait aller sur notre page Facebook et poser des questions dans le déroulé des discussions. Vous verrez, il y a toujours des échanges, des échanges très riches. Ouais, très c'est riches. C'est vrai, on n'en a pas parlé ça, mais du coup, comment vous organisez un petit peu? Est-ce que vous avez instauré des rituels? Je sais pas, tous les mois, il faut envoyer la fiche de paye à la prévoyance. Est-ce que vous avez, ou bien les fiches bien rangées, le dossier bien rangé? Est-ce que vous avez des astuces comme ça, peut-être aussi à partager? Évidemment. Le dossier nichon. Le dossier nichon. Ah oui. Oh, allez, parle-nous de ce dossier. C'est un petit dossier rose, du coup, où il y a vraiment toute la paperasse en lien avec le cancer, quoi. Ok. Donc tous les courriers de la CPM, de Bergonier, de centre de soins, voilà, tout est centralisé, rangé dans ce dossier. Donc il commence vraiment à grossir, donc il a des petits bébés dossiers à côté. Mais quand même, gros dossier nichon qui est hyper précieux et qui perso du coup m'aide vraiment à retrouver assez facilement. Voilà. Mais ça, c'est vraiment un truc que j'ai mis en place dès le début et qui se fait un peu comme ça au fur et à mesure, parce que je suis pas la plus organisée du monde non plus, donc c'était quand même très parce que moi, c'est un peu parfois sous le lit, dans des armoires, au bout de tant d'années. Au bout de tant d'années, et là depuis 4 ans avec des changements de protocole tous les 3 mois, des TEP, et c'est vrai que ça commence à et du coup, je suis pas organisée, et avec les traitements, je suis... La charge donc quand j'y pense, hop, je fais tout de suite. Ok. Voilà. Ouais. Moi, j'ai commencé à mettre dans mon petit dossier nichon, j'adore ce petit nom. C'est une amie à moi qui l'a baptisé. Oui, exactement. Et sur un délire de fin de soirée. Elle m'a montré son dossier nichon, à distance du coup, parce qu'elle est pas sur Bordeaux, mais du coup, j'ai vu qu'elle avait appelé dossier nichon, j'étais en mode mais go, c'est trop mignon. Donc du coup, effectivement, c'est le petit dossier nichon. Donc bien sûr, on adore.
Tu vois, j'ai commencé enfin, depuis que je suis partie dans mon 3e épisode personnel, toutes les factures que j'ai, par exemple, les dépenses de crème solaire, un pyjama post-opératoire qui doit s'ouvrir par le devant parce que, quand tu es en post-opératoire, tu peux pas lever les bras pour aller enfiler ton t-shirt. Donc, on peut te financer ce type de vêtements. Et j'aggrave toutes mes petites factures. Et tous les 3 mois, je les envoie à la CPN, à ma mutuelle, pour voir qui peut me prendre en charge toutes ces dépenses-là. C'est le boss final de l'organisation, en fait. Oh my God. Je suis pas organisée. Et après, je note payé par. Waouh. Ouais. Et puis, hop, c'est bien. Oui, voilà. Clairement. Il y a aussi un type dont on n'a pas parlé, les remboursements des frais de déplacement. Alors, les déplacements dans nos centres de soins. Oui. Personnellement, je ne suis pas concernée vu que j'habitais, quand j'ai eu mes traitements, vraiment à 15 minutes en transport de chez moi, mais en tram, vélo. Donc, c'était hyper accessible. Je n'ai jamais du tout utilisé quelconque dispositif de remboursement des déplacements. Les VSL, les véhicules. Que je ne sais pas, mais je sais pas. J'ai l'acronyme. Moi, mon centre de soins, il est à 40 minutes. Ok. Donc, j'utilise le VSL quand je vais en chimio. Attention, acronyme, excusez-moi, véhicule sanitaire léger. Exactement. Donc, c'est petit taxi, ambulance qui nous amène à l'hôpital. C'est ça, donc j'utilise pour faire mes chimios. Et par contre, après, tous les à côté, les rendez-vous de l'oncologue, là, j'ai fait de la radiothérapie à côté de chez moi, j'ai utilisé mon véhicule personnel. Okay. Donc là aussi, je demande des fiches de transport. Des bons de transport. Des bons de transport en véhicule personnel que je renvoie à la sécurité sociale. Est-ce que tu connais par cœur ce beta.gouv.fr? MRS. Exactement. mrs.beta.gouv.fr. Et ça, il faut le demander pour tout. Pour tous les déplacements. Moi, j'en suis à un cumul de près de 200 € depuis janvier de tous mes déplacements. Un peu plus. Soit les TEP, mes IRM, tout ce qui est en lien avec la pathologie, je fais ça. Ouais. Aller revoir la chirurgienne après l'opération en post-op. Voilà. Tous les déplacements, que ce soit en transport en commun, donc sur justificatif du bon de transport, que ce soit en véhicule personnel, là, tu n'as pas de justificatif, tu as juste à... c'est assez facile, d'ailleurs, à remplir. Kilomètres. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que c'est hyper... franchement, en 2 minutes, c'est fait, quoi. Non, c'est vraiment bien fait. En plus, tu as une application facile à faire. Ah, j'avais pas l'application. Ouais, une application. Oh, waouh. Ils ont upgradé. Non, j'adore. Ça y est. Non, je vois. On est obligé de se renseigner pour tout ça, parce que c'est vrai que ça fait des coups. Mais oui. Le lundi, tu fais une IRM. Le mercredi, tu fais un TEP. Le vendredi, tu vas ton oncologue. Donc, à 40 minutes à chaque fois de route, c'est un budget. Et quand tu enlèves tes indemnités journalières... Ah bah complètement. Il faut aller grappiller partout. C'est pas choisi, je vais pas sur le salon de beauté. On est bien d'accord. Donc ça nous permet d'avoir ces remboursements assez rapidement. Je crois sous une quinzaine de jours, on reçoit les remboursements. Voilà. Ah bon. C'est bien, un dispositif qui marche, qui est facile d'accès, intuitif. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise, qui ne pense pas. Mais même quand on se fait accompagner, que c'est pas nous qui conduisons, on peut se faire rembourser quand même. Ou bien tu payes ton parking parce que dans ton centre de soins, il n'y a pas de place. Tu payes, tu as passé X heures au centre de soins, tu as 14 € de parking. Aussi. Bim. Juste le justificatif du ticket de parking, ils prennent en charge. Et ces petites dépenses mises bout à bout, ton vernis pour te protéger les ongles, dont je ne citerai pas la marque, il y en a tellement des bonnes. La crème solaire, indice 50 que tu dois mettre tous les jours, sans quoi tu as les taches qui apparaissent. Bref, toutes ces petites dépenses peuvent, alors je ne dis pas toujours, elles ne sont pas toujours remboursées, on se bat pour que ça le soit de plus en plus, mais dans certains cas peuvent être prises en charge. Chaque centime compte, à un moment donné, d'autant plus quand tu es dans une situation de précarité, précarité plus. Ah bah là oui, clairement, on sait que c'est effectivement, comme tu le dis, on n'a pas choisi, on n'a pas le choix. On subit. Voilà, c'est des choses qui nous aident à supporter les traitements, les effets secondaires au mieux. Donc oui, encore plus dans ce contexte-là, c'est hyper important d'avoir de quoi les prendre en charge et de ne pas se faire plaisir autrement. Exactement. S'offrir un soin pour être bien mentalement, pour s'offrir ces moments de pause et de bien-être, c'est tellement important. De parenthèse. Oublier un peu. Ouais. On n'a pas parlé des passements d'honoraires, les filles. Alors, est-ce que vous avez eu des mauvaises surprises comme ça? Des négociations à faire, que sais-je? Peut-être plus tard, c'est vrai que j'ai vraiment la chance
d'avoir dans un centre de soins du coup qui propose 0 dépassement d'horaire. Enfin, tout a été pris en charge de A à Z. Ce que j'ai dû dépenser en plus, c'était dans soins de support, tout ce qui est en lien avec les traitements, ce qu'on disait, etc., crème, etc. Mais pour vraiment traitement, chirurgie, etc., aucun dépassement d'honoraires. Donc voilà. Enfin, Moi, j'étais soignée dans le privé, pas par choix, mais parce qu'en fait, j'ai ma première mammo, je l'ai fait là-bas, on m'a fait ma biopsie, tout s'est enchaîné, donc on m'a mis dans le privé. Voilà. Parce que le premier rendez-vous de mammo était dans le privé, donc quand on apprend qu'on a une petite boule, on veut vite vérifier, donc on prend le premier. Et du coup, oui, je me suis retrouvée avec surtout avec mon premier cancer, où je me suis retrouvée 15 jours hospitalisée au lieu de 3-4 jours. Donc là, j'avais 2 mutuelles à l'époque. J'avais pris une surmutuelle. Waouh, d'accord. À l'époque, je travaillais, j'étais avec mon conjoint, donc ça a pu me permettre de prendre en charge. Par contre, la deuxième fois, donc en 2022, j'ai eu un talcage et là, je me suis retrouvée avec 1 200 € à la sortie de l'hôpital, dans le privé. Un talcage pulmonaire suite à mon... Je ne sais pas ce que c'est. Tu peux nous préciser c'est parce que c'est de l'eau qui... on savait pas. Merci c'est de l'eau qui va dans les poumons, angiométastase pulmonaire. Et du coup, je me suis retrouvée avec 1 200 € de dépassement pour la télé, pour la chambre particulière, tu sais, parce qu'en plus, tu vas pas te retrouver. Voilà. Et là, j'ai payé en plusieurs fois. Parce que ma mutuelle ne prenait pas en charge, parce que j'ai pas pris un niveau assez élevé pour la mutuelle. Ok, waouh. Donc là, très mauvaise surprise quand même. Bah oui. Ok, ils ont été sympas. Ils t'ont permis de payer en plusieurs fois. Ouais. Waouh. Ok, oui. Je me demande si dans ces cas-là, tu sais, il y a des associations qui... À l'époque, j'avais fait appel à... C'était Mes Amours. Mes amours, qui m'avaient fait un don de 500 € justement pour payer cette facture, pour m'aider à payer cette facture. Ah voilà. Ouais, j'ai ma copine qui avait dit que c'était pas possible de payer 1 200 €, c'est en lien avec ta pathologie. Et tu as le droit à la télé, une chambre particulière, un minimum de confort. Et justement, on avait fait un petit dossier comme ça, Mes amis, mes amours, qui m'avaient donné 500 € pour m'aider à payer cette facture. Ça, c'est précieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien sûr. N'hésitez pas à chercher des associations qui sont locales autour de chez vous. Il y en a plein. On n'est pas obligé de subir tout ça en disant j'ai pas le choix, mince, mais flemme de faire des papas. Voilà, il y a peut-être des amis qui sont prêts à vous aider, qui sont plus doués que d'autres ou plus à l'aise que d'autres sur de la paperasse, et c'est aussi sur ce genre de choses qu'on peut être soutenu. Bien sûr. Waouh, quel décharge. Même des fois dans les centres de soins, de demander à son infirmière d'annonce, l'oncologue, une assistante sociale, si jamais on a vraiment un interlocuteur ou une interlocutrice privilégiée dans son centre de soins, de ne pas hésiter effectivement de savoir si il ou elle connaît des assos ou en tout cas des infos précieuses qu'on n'aurait pas forcément dans votre coin. Oui, clairement. C'est la petite lecture à avoir au fond du lit de chimio, j'ai envie de dire, ou en post-opératoire, quand so boring, tu sais que tu t'ennuies à mourir, et qu'on te donne ces fameux petits paperasses là dont tu ne sais que faire. Les petits flyers qui s'accumulent. Et bien, il y a plein d'infos. Il y a plein d'infos, Mais oui. Il y a plein d'infos. Des fois, tu te mets à contacter peut-être quelqu'un qui va te donner le contact de quelqu'un d'autre. Enfin, il y a beaucoup de pinquettes qui nous racontent ça aussi, quand même, étonnante et tout. Et tu te dis, effectivement, enfin... Il y a plusieurs filles qui ont plusieurs assos. Donc, parfois, tu découvres une asso à travers une autre page. Et moi, j'ai découvert comme ça aussi une association Canon. Et c'est vrai que... une association Canon. On veut savoir. Dans le Nord, qui s'appelle les Bichettes à paillettes. Yes. Et ça a été mon... À ton souffle. Ouais, mon nouveau souffle, quoi. Je me suis vraiment retrouvée dedans. Et qui font des beaux projets de voyage, de sorties... des petites parenthèses pailletées, comme on dit. C'était une très belle association aussi. Et je pense que dans chaque région, il y a des associations comme ça où on se retrouve et qui nous aident et qui nous donnent des petits moments. Il faut aussi aller chercher dans ces petites assos qui proposent plein de choses. Oui, c'est vrai. C'est précieux. T'en as, toi, en tête? À part généreuse, bien sûr. Non, pour le coup, c'est vrai que je suis un mauvais exemple. Oui, mais on est au cœur on est dans l'œil du cyclone, nous. Totalement. On est à généreuse. Oui, totalement. Je suis toutes les trois. Toi, t'es... Du coup, j'étais partout. Mes amis, mes amours. Mais parce que ça se complète. Parce que ça se complète. On se retrouve un peu partout et chaque asso a sa façon de présenter, d'offrir et de proposer, et on se retrouve un peu partout, quoi. Donc ça, c'est bénéfique.
Oui, chaque asso est hyper complémentaire. C'est ça. Ouais, Et tout c'est à ça fait. qui exactement fait, ça. Et c'est vraiment OK d'aller frapper à plusieurs oui. portes parce Oui. que on se dit non, mais c'est bon, j'ai déjà été demandé à tel asso. Non, en fait, ça se complète. C'est ça. C'est vraiment le Tetris qui s'imbrique et là où j'ai pas eu une aide financière pour telle chose, je peux être Bien sûr. compensée par une autre asso. Totalement. Du coup, c'est vrai que dans le parcours de soins, là on en parle, ça fait bientôt 1 heure, ça prend beaucoup de place en fait. Vous vous rendez compte qu'on a très peu parlé du parcours de soins. Enfin, on arrive quand même à parler autant de tout ce volet administratif aide. Sur votre parcours de soins, est-ce que vous pouvez nous tenter de nous expliquer quel impact ça a? C'était omniprésent. Enfin, franchement, c'était tout le temps ce stress de se dire « Ah, ok, du coup, ce mois-ci, donc ok, je vais avoir ça comme argent, donc il y a ça comme dépense, il y a ça et ça et ça. » Et donc du coup, après, comme tu disais, il faut envoyer des factures, il faut envoyer des trucs. Et est-ce que j'ai pensé à faire ma déclaration de machin? Est-ce que je pourrais pas essayer de voir là, effectivement, si... Est-ce que Telma rembourse? Je vais vérifier sur mes comptes. C'est ça. En fait, c'est lourd. Hyper lourd. C'est hyper lourd. Donc, déjà, le traitement est lourd. Ce côté gestion de sa vie aussi, c'est lourd de se... Moi, je sais que voilà, je ne vais pas travailler. Donc, j'essaie de faire quelque chose quand même de ma vie et d'avoir des projets à court et à long terme. Mais déjà, ça, c'est lourd. Et en plus, tout ce côté administratif à aller gratter tout le temps. On a un peu cette sensation d'aller gratter. C'est je suis d'accord, je partage. C'est vraiment, je vais gratter et je suis fatiguée et il faut que je le fasse quand même. Et non, ça nous prend énormément d'énergie, même sur notre temps personnel où on pourrait aller se ressourcer, aller marcher, aller faire du vélo et prendre soin de nous. Et ça, c'est parfois, on se dit, allez, c'est la journée administrative, il faut que je fasse ça. Et en fait, voilà. C'est une charge mentale. C'est une charge mentale énorme. Et omniprésente. Vraiment. Tout le temps. Comme si tu avais un petit truc derrière ta tête. Tout le temps. Oui, et d'autant plus au moment où les fameuses IJSS mais ça on est tranquille. Et je dis, voilà, maintien de salaire pendant 3 ans. Moi, j'ai super bien vécu. Mais après, là, c'est là que je suis arrivée en mode survie et que mes amis m'ont vu en me disant, mais il faut qu'on l'aide, en fait. Bien sûr. Elle peut pas être sur tous les fronts. Et toutes celles qu'on ne voit pas et qui n'ont pas une famille bienveillante, des proches ou un réseau amical qui les voit en train de couler. Et des mamans solo qui n'ont personne autour d'eux, mais je ne sais même pas comment elles font. Et donc, franchement, si vous êtes dans ce cas et que vous nous écoutez, surtout, ne perdez pas espoir. Il y a des assos, pas loin de chez vous. Il y a des assos que peut-être votre centre de soins connaît, que d'autres pinkettes dans les tétonnantes pourront vous partager. Donc, vraiment, il y a des dossiers à remplir. Mais parfois, une assistante sociale peut être la première porte d'entrée. Et si c'est pas... est-ce que ça vous est arrivé, ça aussi, d'avoir la sensation ou l'impression, le vécu, de tomber sur des humains, alors, est-ce que je dirais pas très compétents, ou qui n'ont pas le temps, ou qui ont une surcharge de travail et qui, du coup, n'ont pas les bonnes réponses? Ah oui. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce cas-là, vous? Si ça vous est arrivé? J'ai fermé la porte et j'ai été tapée à une autre porte. Bah oui. En fait, c'est ça qui se passe, en effet. Quand on ne sait pas son petit... Voilà. Accueilli, entendu, aidé. Voilà, c'est ça. Je ne mets pas en doute sa compétence, mais du coup, j'étais autre part. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas rester avec quelqu'un où on ne se sent pas écouté, entendu et rassuré aussi, parce qu'on a besoin d'être rassuré dans des personnes qui font des démarches avec nous. Et donc, il faut fermer cette porte sans en ouvrir une autre. Super. De trouver le bon lien de confiance. C'est ça. Ouais. Tout pareil, oui. Ça, c'est clair. Il ne faut pas hésiter. C'est vrai que des fois, on n'ose pas forcément. On se dit, ok, effectivement, il y a cette personne qui me répond, qui est là, qui est disponible, hyper cool, mais... Si elle me dit que j'ai pas droit, c'est que je n'y ai pas droit, en fait. Ah bah oui. Non, il y a peut-être quelqu'un d'autre. Exactement. Ça, avec le recul... Oui, parce que, on se rend compte, nous, en ayant mis un pied dedans, ou les deux, qu'en fait, c'est hyper complexe, toutes ces aides-là. Alors, certes, il y a des professionnels du métier, les assistantes sociales, pour moi, c'est un peu une première porte d'entrée, mais n'empêche que ça reste quand même hyper complexe. Et quand on est une nouvelle assistante sociale qui vient d'arriver, c'est aussi énormément d'informations. Donc, on peut aussi tomber sur des jeunes femmes qui démarrent et qui n'ont pas encore tous les tenants et aboutissants. Donc, n'hésitez pas à aller trouver d'autres. Est-ce que vous avez le sentiment d'être en décalage avec
d'autres personnes qui ont vécu leur vingtaine autrement, ou leur trentaine, puisqu'on y est maintenant. Complètement. Oui. On se retrouve complètement. À côté de la plaque. Côté de la plaque. Ouais. Oui. On n'a pas les mêmes problématiques, on n'a pas la même vision de la vie, on n'a pas les mêmes intentions de... Moi, je suis complètement à côté de la plaque de mes amis, quoi. Parfois, je les entends et je me dis, waouh, mais oui, ils ont leurs petits problèmes, bien sûr, c'est important et je suis là pour vous écouter, mais si tu savais le raz-de-marée que je suis en train de vivre, quoi. Et bien sûr, je suis à côté de la plaque. Mais en même temps, tous les jours, je me dis, grâce à ça, à ce cancer, je suis auprès de mon fils. Je fais des choses que j'aurais peut-être jamais fait. J'aime sentir le vent sur mon visage, l'intensité que ça me donne. Et je sais pas si tout le monde autour de moi le ressent, je pense pas. Et non, on est complètement à côté. Ça donne une espèce d'hypersensibilité, peut-être. Oui, hein oui. C'est le soleil qui brille, les feuilles. Je sais pas si je pense pas que mon entourage vit les mêmes choses que moi et les mêmes intensités, mais je trouve que on n'a pas du tout la même vision de vie, on l'aura jamais tant que ça ne nous arrive pas. Et... Toi, à 24 ans, totalement. Tu repars 6 ans en arrière quand tu avais 24 ans et que tu, je sais pas, la fête, les sorties, tout ça. Ah bah oui, effectivement, hein, c'est terminé d'une part. D'autre part, si on a envie un peu de socialiser quand même avec les copains, que c'est un contexte un peu festif ou quoi, et que toi t'es en chimio, que tu peux pas forcément. Enfin, j'ai senti un gros décalage aussi un peu par rapport à ça, mais au-delà de ça, comme tu disais Priscilla, c'est vrai que nous on s'attarde aussi un peu à des détails. Enfin, on reconnecte un peu aux choses simples de la vie et des fois, enfin, c'est vrai que quand je discutais un peu avec mes copains qui parlaient de d'autres soucis extrêmement légitimes qu'ils avaient à cette époque-là. Mais du coup, c'est vrai que tu t'y retrouves pas parce que toi, t'es en survie et tu te dis, ok, moi, je sais pas trop si dans quelques temps, j'aurai pas un effet secondaire de merde ou un autre truc auquel m'adapter hyper rapidement en lien avec les traitements, etc. Donc, du coup, c'est vrai que pas la même temporalité du tout, pas du tout la même vie, quoi, tout simplement. Et maintenant, effectivement, même professionnellement, je me dis, j'ai pas bossé du coup pendant plus de 4 ans. Donc, pareil, toute ma carrière de psy aussi, je suis psychologue de formation et tout a été mis entre parenthèses. Et là, du coup, j'essaye un petit peu de raccrocher à ce pan-là de ma vie. Et c'est hyper difficile aussi de se dire, ok, j'ai l'impression vraiment d'avoir perdu toutes mes connaissances et d'être complètement à la ramasse professionnellement parlant. Et puis, il y a plein d'anciens collègues de promo aussi que je vois qui ont ouvert leur cabinet ou qui se lancent dans des nouvelles activités professionnelles. Et je suis hyper contente pour eux et ça, c'est vraiment magnifique. Et tu te dis, moi, peut-être que ce sera plus tard, hein, effectivement, et c'est OK. Mais c'est vrai que ça te renvoie un petit peu toujours à ce truc de... ça a un peu... Pas que ça m'a volé quand même un peu ces années-là, mais un peu. Tu te dis, voilà, on a eu... d'autres choses. On aurait préféré, en tout cas, se concentrer sur notre carrière pro aussi et avoir ces petits tracas dont on discute avec les amis à ce moment-là. Mais bon. Il me semble qu'on n'a pas parlé de l'AH. Non. Allocation adulte handicapé. Alors... moi, j'en bénéficie. Ouais, t'en bénéficies. Oui. J'en bénéficie aussi. Oui. Qui nous l'a donné ? Attends, faut que j'aille rechercher dans les souvenirs. C'est pas la CAF qui le verse, mais c'est la MDPH. Où il faut faire la demande. Ouais, c'est ça. Tu fais la demande à la MDPH, qui après, c'est la CAF qui te verse l'allocation adulte handicapé. Et tous les 3 mois, tu dois déclarer tes revenus pour voir si ça évolue ou pas. Effectivement. L'AH, elle est octroyée pour un certain nombre d'années. C'est un dossier que tu peux demander, dont tu peux demander le renouvellement. Si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Sandra. Probablement, oui. Oui, mais j'en ai pas du tout bénéficié jamais. Voilà. D'accord. Premier cancer, récidive 0 du tout. La demande a bien été faite ? Ah oui. Les 2 fois. Donc, j'ai rempli 2 dossiers MDPH à chaque fois pour mes 2 cancers. Et avec ça a toujours été... T'es en refus ? Oui, tout à fait, oui. Médecin plus assistante sociale, voilà, en appuyant vraiment tout, en fait. Enfin, tout ce qui s'est passé, tous les traitements, tous les effets secondaires que j'ai eus pendant les traitements, après les traitements. Et non. Et pas d'allocation adulte handicapé, ce qui permet quand même d'avoir un petit pécule supplémentaire qui vient, encore une fois, rééquilibrer. Alors là, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça se fait. Mystère. Moi, j'ai envie de dire que ce que j'ai
retrouvé en faisant une petite recherche rapide, c'est que l'AAH peut être révisé si la situation évolue. Donc, si vous avez des refus, comme on peut en avoir, ne pas hésiter à redéposer des dossiers. On ne sait jamais. Ça reste des humains. Je ne crois pas que ce soit des machines qui répondent à nos dossiers. Je crois que ce sont quand même des humains. Non, c'est des commissions. La MDPH, il y a des commissions où ils étudient les dossiers. Et justement, c'est important de se faire aider de son médecin, même d'une infirmière assistante sociale, pour bien accentuer. Pas hésiter à mettre vraiment tout ce qu'on subit. C'est très important. Le dossier MDPH et le certificat médical est très important et crucial dans toutes les aides qu'on va avoir par la suite. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre vraiment la réalité, quoi. Et nous, on a tendance à minimiser. Oui, je ne sais pas si vous le faites. Si. On a tendance. Toujours à l'oral, oui, quand ça va on aller. discute, ça va. Oui, ça va aller. Nickel. Donc oui, bien sûr. Après, c'est vrai que oui, là, c'est pas le moment de minimiser, en effet. C'est vrai. C'est vraiment là, on est factuel, réalité. On est factuel. C'est ça. On n'est pas en train d'exagérer ce qu'on vit quand on a un cancer à entre 20 et 30 ans, entre 30 et 40 ans. On est en train de dire factuellement ce qu'on subit tous les jours, quoi. Bien sûr. Et pour les IJSS dont on parlait tout à l'heure, les fameuses indemnités journalières de la sécurité sociale, elles arrivent à terme au bout de 3 ans. Bon, pour une pathologie. Néanmoins, notre médecin sait bien, et ne pas hésiter à aller revoir notre médecin. Il nous suit. C'est aussi important d'avoir un professionnel de santé qui nous suit et qui voit l'évolution, qui voit à quel point parfois un burn-out peut se surrajouter à une pathologie telle que cancer, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, à juste titre en fait. Il n'y a qu'un professionnel de santé pour l'évaluer. Mais voilà, une dépression peut s'ajouter, une fatigue liée au traitement peut se surrajouter et en fait, des fois, c'est une case qui change dans l'arrêt maladie. N'empêche que c'est pas la même chose auprès de la sécurité sociale que d'être arrêté pour un cancer que pour une dépression. Parce que, est-ce qu'on l'a toutes vécu, la dépression pendant le cancer? Je ne sais pas, mais enfin, beaucoup, en tout cas, la vivent, me semble-t-il. Donc voilà, ne pas hésiter à établir un dialogue de confiance aussi avec notre professionnel de santé pour que on ne se retrouve pas une case à côté. C'est ça. Et nos droits s'arrêtent. Voilà. Exactement. Tout à fait. Ça, c'est aussi... Oui. Parlez-en à votre médecin. Voilà. Bon, on touche à la fin de notre épisode, les filles. Si vous avez encore d'autres tips à partager avec les auditeuristes qui nous écoutent, n'hésitez pas, c'est le moment où on sort nos derniers acronymes. Moi, je pense que ça fait pas mal d'acronymes. On était pas mal. Mais oui, vraiment, n'hésitez pas à toquer, vraiment à toutes les portes que vous pouvez, que ce soit CSAS, centre de soins, ASSO, etc. Et puis les proches aussi, si vous pouvez en parler à vos proches. En priorité aux proches, si vous avez la possibilité, si vous êtes bien entouré, parce que parfois, ils font les démarches pour vous. Et donc, c'est important. Et après, si on n'a pas les proches et la famille qui savent répondre à nos questions, ne pas hésiter à aller en mairie. Il y a plein d'organismes et d'associations aussi qui peuvent nous aider. Vraiment, il ne faut pas rester seul. Et des fois, on se sent un peu coupable de se dire je, entre guillemets, fais porter le poids de la maladie sur mes proches aussi. Mais les proches ont envie aussi de nous aider. Et des fois, ils savent pas. Ils savent pas. Par ce geste, ils peuvent nous aider énormément. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Priscilla, merci beaucoup Sandra pour vos témoignages précieux. On espère que vos partages aideront nos auditeuristes. On vous listera dans la description de cet épisode toutes les aides financières qui ont été mentionnées. Et on ne le répétera jamais assez, demandez de l'aide. Posez des questions, sollicitez les assistantes sociales de votre établissement de soins, votre CPAM, votre mutuelle, la MDPH ou les associations qui peuvent vous accompagner. Notre réseau de Pinkette est aussi là pour répondre à vos questions sur le groupe Facebook privé Jeunes et Roses ou sur le groupe WhatsApp que vous pouvez intégrer dans votre région. Ces aides sont là pour une raison, que nous en bénéficions. Et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode des Pipelettes. N'oubliez pas que nous organisons régulièrement et dans toute la France des rencontres entre patientes pour échanger et s'entraider. Le programme est sur notre site internet et sur notre compte Insta @jeunesetroses. Et si vous aimez écouter nos épisodes, n'hésitez pas à commenter et à noter le podcast. D'ici là, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Les Pipelettes, c'est un podcast imaginé et produit par l'association Jeunes et Roses pour donner la parole à celles qui vivent ou ont vécu un cancer du sein.
À l'animation, c'est nous, Caro et Laetitia. La réalisation et le montage sont signés Maëva de l'équipe Générose. La musique et le mixage sont signés Fine Sally. Et un merci tout particulier à vous qui nous écoutez, partagez et faites vivre les pipelettes. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite dans les pipelettes. Pipelettes.